Bonsoir, chers élèves, chers candidats et chères candidates. Me voici devant vous à propos des cours à distance, à propos du coronavirus. Et nous allons continuer à faire les cours à distance. Aujourd'hui, sur la littérature française du XXe siècle. Et comme vous le savez, mon collègue Ali Badra Condé en a déjà fait ici plusieurs jours sur la littérature des indépendances, la mondialisation et voir autre chose. Moi, je préfère, surtout à l'intention des élèves, des candidats et candidates des terminales sciences sociales, démarrer avec la littérature française du XXe siècle. Et comme vous le savez, parler de la littérature française du XXe siècle, c'est parler naturellement, évidemment, d'un pays qu'on appelle la France. Ce pays, ici, fait partie des pays de l'Europe, comme vous le savez déjà. Donc ici, la littérature étant définie comme l'expression des sentiments et des préoccupations majeures d'un peuple ou bien d'une société pendant une époque déterminée, la littérature française, dans sa définition aussi, vraiment a fait la préoccupation du peuple français. Ici, car il n'y a pas de peuple sans civilisation, il n'y a pas de peuple sans culture. Pays de grande culture et de brillante civilisation, la France s'est surtout imposée à rayonner par une importante production littéraire, artistique et même philosophique au XXe siècle. Et cela bien avant ici, vraiment, à travers ces grands hommes, ces grands écrivains, ou alors ces grands auteurs. Donc ici, qui ont fait les beaux temps de la littérature française. Bien, parlant de la littérature française du XXe siècle, vous allez comprendre que le XXe siècle français connaît une vraiment accélération. Une accélération des conditions de vie et d'existence. Les conditions de vie et d'existence. Il y a eu une véritable révolution presque dans tous les domaines de la vie en France et même en général en Europe. Donc ici, révolution scientifique, révolution, il y a eu des progrès vraiment dans l'agriculture, les progrès de la médecine, l'aéronautique, les télécommunications, les transports et même la robotisation ou encore l'Internet. Tout ça là, ici vraiment, on vit le jour vraiment au XXe siècle. Donc alors, mais parlant un peu des caractéristiques toujours de ce siècle, du XXe siècle, vous allez comprendre avec moi que le XXe siècle était attendu et même annoncé comme un siècle de bonheur. Mais lorsqu'on tente de faire une analyse de son bilan, ce siècle se révèle comme un siècle malheureux. Pourquoi malheureux? Parce que ce siècle s'est caractérisé alors ici par des grandes guerres. Des grandes guerres. Donc il s'agit, chers élèves, de la Première Guerre mondiale de 1914-1918, de la Deuxième Guerre mondiale 1939-1945. Ces guerres, comme vous le savez plus que moi, ces guerres diffèrent des autres guerres des siècles précédents par leur ampleur. Lorsque l'on va prendre par exemple les bilans, les victimes, ça fait à peu près pour ce pays-là, la France, 3 millions de morts. Pour ici, la France seule. Et ça, c'est pendant la Première Guerre mondiale.
Et ça va faire 1,5 million, 5 millions de morts ici pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà comment ici, ça fait que le bilan de ce siècle, finalement, révèle comme un bilan malheureux, un bilan ici vraiment de guerre, une catastrophe. Vous allez comprendre avec moi que c'est là que, ici, par rapport à beaucoup de choses, aux problèmes qui ont émaillé ce qu'on appelle la vie socio-politique et culturelle du peuple français, cela va amener ici ce qu'on appelle une révolte. Et qui parle de révolte, parle de l'engagement. Parlant ici vraiment de la révolte de l'engagement, chers élèves, vous allez me permettre de planter le décor à travers le contexte historique de la révolte de l'engagement. Contexte historique de la révolte et de l'engagement. Donc si nous nous replaçons dans le contexte du 19e siècle, oui, parce que le 19e siècle a été un siècle qui a connu une véritable révolution industrielle. Donc, qui parle de révolution industrielle, parle de la révolution scientifique, technique et même technologique. Donc là, mais ces grands progrès réalisés au 19e siècle ont été très mal orientés par l'homme du 20e siècle. Donc si, avec la mauvaise orientation par l'homme du 20e siècle, vous allez comprendre que ici, vraiment, cela va aboutir à beaucoup de changements ou bien de bouleversements. Donc ainsi, vous allez comprendre que j'avais parlé du contexte historique. Cela m'amène à parler maintenant là de la définition de la révolte. Par la définition de la révolte, on dit que la révolte, c'est dire non à un système ou alors ici à un processus dont on juge anormal. Dont on juge anormal ou bien insupportable. Vous allez comprendre que la révolte et l'engagement vont de pair. Et parlant après la révolte, nous allons voir ici les aspects des révoltes. Les aspects ici vraiment de la révolte. Ces aspects sont de deux. La révolte, elle est soit individuelle ou bien collective. Individuelle, lorsqu'elle est menée par un seul individu. Elle est collective lorsqu'elle est menée par un groupe. Maintenant, vous avez après les aspects, vous avez les formes de la révolte. Elles sont nombreuses. On peut aller jusqu'à 3. Il y a la révolte pacifique. Il y a la révolte violente. Et il y a la révolte métaphysique. Parlant ici vraiment de ces formes, s'agissant de la révolte pacifique, cette révolte, elle concerne bel et bien de la non-intervention de la violence, toute forme de violence. Il n'y a pas de violence dedans. Donc ici, elle se fait par le dialogue, par la concertation.
par les pourparlers. Pourparlers. Par la négociation. Etc. Et la révolte est violente lorsque la forme pacifique échoue. Et lorsqu'il y a échec de la forme de la révolte pacifique, on fait recours à la violence. Cela se traduit par plusieurs aspects aussi. Il y a les attentats. Les assassinats. Les rébellions. Ou encore ici, vraiment, les insurrections. Etc., etc. Et la révolte est métaphysique. C'est la métaphysique, vous connaissez. C'est lorsque toute chose qui dépasse l'entendement de l'homme. C'est ça la métaphysique. Donc la révolte ici vraiment est métaphysique. Lorsque l'homme est incapable de donner un sens, ce qui est absurde. Donc ici la métaphysique, c'est ce qui nous dépasse. Donc là, tout ce dont l'homme est incapable de donner un sens, une signification, une orientation vraiment plus ou moins proche, mais ça lui dépasse. Là, vous avez par exemple comme les rêves, comme la sorcellerie, comme le maraboutage, et comme le fétichisme, etc., etc. Voilà les différentes formes ici vraiment de la révolte. Et après ça, on vient à l'engagement. Qui parle d'engagement? Ici, d'ailleurs, l'engagement fait allusion ici vraiment à la défense. Fait allusion aussi vraiment au combat. Fait allusion également ici vraiment à la bataille. Donc, chers élèves, s'engager, c'est accepter. S'engager, c'est accepter. Voir, c'est accepter. Voir, revendiquer. Voir et revendiquer sa responsabilité. Sa responsabilité dans une action. Dans une action ou dans un processus. Dans un processus dont on n'est pas auteur. Dont on n'est pas auteur. Chers élèves, voilà la définition de l'engagement. L'engagement signifie autrement une forte implication, une forte ici vraiment détermination dans tout processus ou bien dans toute action visant à aboutir vraiment à un objectif. Donc là, après la révolte et l'engagement, cela va nous amener à parler maintenant, toujours du XXe siècle, les courants littéraires. Les courants littéraires du XXe siècle français. Nous allons nous parler
des courants littéraires du XXe siècle. Avec, si je peux effacer, avec la littérature française du XXe siècle, et par rapport à la gravité des événements ici et leurs répercussions sur le plan économique, sur le plan stratégique et même psychologique, parce que l'homme du XXe siècle est un homme qui vit dans l'angoisse de la guerre et surtout du déclin européen. Parce qu'avec ces deux guerres, l'on a fini de savoir que vraiment le blanc est aussi fragile. Le blanc est aussi vraiment, ici, peut être victime de la mort. Il peut mourir, il peut tomber malade, il peut fuir devant la balle, etc. etc. Donc ici, nous parlons de ce qu'on appelle du combat. Et parlons ici vraiment les courants littéraires. Le premier courant littéraire, c'est le symbolisme. Ce symbolisme date de 1885 jusqu'à 1914. C'est la littérature, si vous voulez, c'est la littérature de la Belle Époque. Belle Époque. L'expression Belle Époque provient des divertissements, provient ici vraiment, traduit les sentiments des fêtes, puisque dès que l'homme, en l'absence de toute guerre, les hommes en général s'adonnent aux fêtes, aux loisirs, donc des réjouissances. C'est ce qu'on a traduit littéralement ici, la Belle Époque, parce que c'était une période relativement tranquille. Du point de vue, il y avait absence de toute guerre, jusqu'en 1914. Donc ici, et on peut encore appeler comme le prolongement du 19e siècle, dans le 20e siècle. Vous voyez? Pourquoi prolongement du 19e siècle dans le 20e siècle? Nous avons cité 1885. 1885, nous sommes déjà dans la fin du 19e siècle. Et cette paix relative a continué jusqu'aux 14 premières années du 20e siècle, c'est-à-dire jusqu'en 1914. Donc là, c'est pourquoi on dit que ça peut être aussi dénommé comme le prolongement du 19e siècle dans le 20e siècle. Donc ici, ce courant symbolisme est destiné à rappeler les faits. À rappeler les faits. Ou à exprimer la croyance. Ou à exprimer la croyance. Ou à exprimer la croyance. C'est un courant littéraire qui ne nomme pas. Mais qui note. L'idée. Qui note l'idée, vraiment, qu'il produit, l'idée qu'il produit sur l'esprit, hein, Serge Lève, qui produit sur l'esprit. Donc ici, si vous voulez,
c'est une sorte de représentation symbolique des objets. Il faut représenter les choses ici vraiment par symbole et non les nommer. Ici, le symbolisme ne nomme pas, mais note par symbole. Alors, je prends un exemple. Par exemple, lorsque vous prenez ici la mosquée, pour les symbolistes, on n'écrit pas, il ne faut pas écrire mosquée, mais il faut représenter mosquée par un symbole. Je crois la ligne, plus l'étoile. C'est la même chose pour une église. L'église est le plus souvent représentée par une croix. Ainsi de suite. Les lieux, les pharmacies, ou bien les centres de santé par plus, etc., etc. Ou bien une école, non pas écrire école, mais peut-être représenter un enfant traversant la rue avec un autre enfant, pour dire aux automobilistes, attention, il y a des enfants. Donc ici, voilà ce qu'on appelle ici vraiment le symbolisme. Et comme principal animateur, vous avez ici Stéphane Mallarmé. Stéphane, c'est un auteur français, il s'appelle Stéphane Mallarmé. Mallarmé est l'animateur de ce courant. Et après le symbolisme, chers élèves, nous allons voir le courant suivant. C'est le dadaïsme. Le dadaïsme, c'est cadre. Son nom a été découvert en 1916, en pleine Première Guerre mondiale, et n'a duré que 2 ans, c'est-à-dire le courant a pris fin en 1918. Ici, où dada, le mot dada a été pris au hasard. Au hasard, dans un dictionnaire. Dans un dictionnaire agirique, en réaction contre la guerre. Par réaction, s'il vous plaît, par réaction contre la guerre, et notamment la Première Guerre mondiale. Ce courant littéraire dadaïsme est une doctrine philosophique vraiment qui nie. C'est la philosophie du nihilisme. C'est la philosophie du nihilisme. Nihilisme. Dans le mot nihilisme, il y a le mot nier. Et naturellement, la négation. C'est une doctrine qui a tout nié, qui a tout remis en cause, mais très malheureusement, n'a jamais proposé une solution. Bien sûr, après avoir tout nié. Voilà la faiblesse de ce courant littéraire. Donc ici, son plus grand animateur, c'est Tristan. Tristan Tzara. Après le dadaïsme, vous avez le surréalisme. Le surréalisme.
ou la littérature de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire 1918-1939. La Première Guerre mondiale a pris fin et la Deuxième Guerre mondiale n'a pas commencé. Le courant littéraire qui est entre les deux, ce qu'on appelle le surréalisme. Comme l'humanité est toujours restée sourde, malgré les critiques, malgré les observations, l'humanité est restée toujours sourde, insensible et même aveugle. Cela vraiment a motivé certains écrivains français à créer ou alors à fonder un autre courant littéraire appelé le surréalisme. Le surréalisme, par définition, est un mouvement littéraire, philosophique ou encore artistique qui, dans l'entre-deux-guerres, vraiment ici prétend exclure toute logique et toute préoccupation esthétique de la pensée pour laisser à l'esprit sa totale liberté. C'est alors vraiment ce qu'on appelle le surréalisme. Je me reprends. Le surréalisme est un mouvement littéraire, artistique et philosophique qui, dans l'entre-deux-guerres, prétend exclure toute idée ou alors prétend exclure toute logique ou toute préoccupation esthétique à l'esprit pour permettre à l'esprit une totale liberté de s'exprimer, soit par le faux, soit par le vrai. Une totale liberté de s'exprimer par le faux, par le vrai, par le réel ou bien l'irréel. Par la raison ou bien par la folie ou bien par le rêve ou bien par la sottise. Ou encore ici vraiment par autres événements que l'on ne peut expliquer. Donc ici, voilà ce qu'on appelle le surréalisme. Vous allez voir les caractéristiques vraiment de ce courant littéraire. Les caractéristiques de ce courant littéraire vraiment sont entre autres. Ici, c'est j'écris. Les écrits, ou alors je préfère les écrits surréalistes. Les écrits surréalistes. Vous avez des expressions comme les pistolets, ont des cheveux. Les pistolets ont des cheveux. 2. 2 et 2 font 5. Deux et 2 font 5. Une étoile. Pardon, une étoile au fond. Une étoile au fond d'un puits. Chers élèves, vous allez comprendre avec moi que ce sont les quelques exemples d'écrits surréalistes. Puisque c'est des gens qui ont été ici vraiment, dont la mentalité a été trop frappée par les effets ici vraiment de la Première Guerre mondiale,
vaut mieux alors de proposer à l'humanité un autre courant littéraire qu'on appelle le surréalisme. Mais pour mieux comprendre le surréalisme, vaut mieux d'abord de comprendre, chers élèves, vous vous retournez jusqu'en 12e année pour prendre un des courants littéraires de la littérature française là-bas, qu'on appelle le réalisme. Dans le réalisme, vous avez le mot, ce qui est réel, donc ici qui est concret. Donc si vous voulez, ici, ce courant littéraire au 19e siècle n'avait rien à voir avec le romantisme, n'avait rien à voir avec la simple imagination. Quand vous prenez par exemple certains romans de Victor Hugo, ici, et d'autres écrivains français, vous allez voir qu'ils sont focalisés sur le romantisme. Mais avec le réalisme, ce n'est pas l'imagination. Parce que dans le romantisme, on peut imaginer quelque chose, les personnages, un personnage, on peut les imaginer, on peut les créer, on peut les faire souffrir, on peut les faire du bonheur, on peut les tuer, on peut les massacrer. Ici, on peut ici vraiment les amener à bon port, ou bien ici vraiment dans un coin, ici, malheureux. Mais, avec le réalisme, c'est la réalité concrète. Avec le réalisme, ici vraiment, c'est ce que tes observations t'offrent comme réalité visible, palpable, que tu peux voir. Il n'y a pas d'imagination possible. Donc là, avec les effets de la guerre, ici, de la Première Guerre mondiale, sur le mental des gens, les intellectuels français se sont révoltés en disant non aux politiciens. Et chacun a essayé de suivre la voie qui lui semble meilleure, qui lui semble claire, qui lui semble facile. Certains ont créé ce qu'on appelle le dadaïsme, d'autres le surréalisme. On va encore, après ça, voir un autre courant littéraire. Donc ici, c'est par opposition au réalisme, donc à la réalité de la nature, qu'offre la nature, que les auteurs, les philosophes, ici vraiment, du XXe siècle, se sont vraiment référés en créant ce qu'on appelle le surréalisme. Puisque dans ce monde de réalité, dans ce monde visible, concret et palpable, il n'y a pas la paix possible. Il n'y a pas ceci, vraiment, le bonheur possible. Est-ce que nous n'allons pas créer un autre monde meilleur, au-delà, d'où alors le nom du surréalisme. Donc c'est un monde à part, créé par les intellectuels français. C'est un monde ici vraiment créé par ici les philosophes ici du XXe siècle, par l'effet des guerres et autres catastrophes du XXe siècle. C'est pourquoi vous allez voir, ils disent que les pistolets ont des chevets. Qui a vu un pistolet avec des chevets? 2 et 2 font 5. Dans quel monde vous avez ça? Mathématiquement, 2 et 2, c'est naturellement 4. Mais ils refusent. Donc, ils créent dans leur monde créé, qui est au-delà de notre monde-là, rempli d'égoïstes, de méchants, de criminels. Donc là, dans leur monde, c'est ici 5 et non 4. Donc 2 et 2, 4. 4 ne font pas ici vraiment 4, mais 5. Vous allez voir une étoile, naturellement, tout le monde sait que les étoiles, c'est au firmament, c'est dans le siècle, c'est dans le ciel. Mais ils disent que les étoiles, c'est au fond d'un puits. Donc ici, c'est le renversement total de l'ère politique. Vous allez voir le champ d'expression vraiment des surréalistes. Parmi ces champs d'expression, c'est la guerre, ou alors la dénonciation de la guerre. Ou encore ici vraiment la recherche de la liberté, ici la recherche de la démocratie, ou alors ici la recherche d'un monde paisible possible.
Donc c'est en cela que nous parlons du surréalisme. Et les auteurs sont un peu nombrés là. J'avais le patron André Breton. André Breton est là comme le fondateur de ce grand courant littéraire. Il y a aussi Louis Aragon. Il y a aussi Philippe Spoltz. Philippe Spoltz. Etc., etc. Ça, c'est les quelques auteurs du surréalisme. Et après le surréalisme, vous avez encore un autre courant littéraire qui s'impose presque sur tout le siècle du XXe siècle. Ce siècle, c'est l'existentialisme. L'existentialisme, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, hein? Donc en 1945. 1945 jusqu'à 1958. Et l'existentialisme, ou alors la littérature engagée de l'après-guerre. Avec l'existentialisme, c'est un courant littéraire, philosophique ou encore artistique qui, déjà après la Deuxième Guerre mondiale, prétend expliquer la vie de l'homme par la métaphysique. La vie de l'homme par la métaphysique. Par la métaphysique. Et l'action, par la métaphysique, et l'action agissante. C'est un courant littéraire, artistique ou encore philosophique qui, après la Deuxième Guerre mondiale, prétend expliquer la vie de l'homme par la métaphysique et l'action agissante. C'est une doctrine liée à l'histoire de la philosophie. C'est une doctrine liée à l'histoire de la philosophie. Ici, c'est l'existentialisme. 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 Qui se construit dans l'essence. Car l'existence de l'homme exclut celle de Dieu.
Donc c'est un courant littéraire, comme vous venez de le voir, qui donne beaucoup de primauté, beaucoup de valeur à l'existence de l'homme par rapport ici vraiment à celle de Dieu. Je ne sais pas naturellement dire que Dieu n'existe pas, là. Donc mais dans la philosophie de ces gens-là, dans la philosophie des écrivains et philosophes existentialistes, comme Jean-Paul Sartre ou encore Albert Camus, ici vraiment, il vaut mieux de donner la primauté à l'homme entre les deux existences. Ils ont préféré l'existence de l'homme, ici par rapport à l'existence de Dieu. Donc ici, car l'homme, ils disent ces éléments-là, l'homme est responsable, de ses actes. Et l'homme est ce qu'il a voulu être. L'homme est ce qu'il a voulu être. Ce qu'il a voulu être. Donc, que entre l'existence de l'homme et celle de Dieu, et il préfère l'existence de l'homme, car l'homme est responsable de sa propre vie. L'homme est responsable de ses actes. Et on ne peut être condamné qu'à travers ses propres actes. L'homme est de ce qu'il a voulu être. Cela veut dire que celui qui est voleur aujourd'hui, il a voulu être voleur. Celui qui est pilote a voulu être vraiment l'a voulu. Ici, celui qui est vraiment journaliste l'a voulu. Celui qui est commerçant ou commerçante l'a voulu. Donc ici, vraiment, l'homme est ce qu'il a voulu être. Tout dépend de l'homme dans sa responsabilité. Donc ici, rien ne sert d'accuser un Dieu providentiel pour n'importe quoi. Ici, mais vaut mieux ici vraiment de se condamner soi-même. Condamner au travail et surtout au sens élevé des responsabilités. Donc ici, voilà comment ici vraiment les gens du XXe siècle, comme Jean-Paul Sartre ou encore Albert Camus, vraiment s'affirment. Donc ici, Albert Camus et Jean-Paul Sartre sont les deux grands animateurs de ces grands courants littéraires, l'existentialisme après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ici, vous allez comprendre que on est arrivé. Ok. Donc ici, Albert Camus et Jean-Paul Sartre, je le disais tantôt, sont les plus grands animateurs de ces courants littéraires. Donc, nous allons nous arrêter là, en attendant de souffler un peu.